Bretagne 5, où il est 8h14. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Julien Masson, il est porte-parole du Rassemblement National en Ille-et-Vilaine et il nous a rejoint pour être en direct au micro de la matinale de Bretagne 5. Il a pris le train, c'est déjà un exploit en soi de prendre le train parfois. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Bonjour Stéphane Hamon. Bonjour à tous. On va parler des européennes puisque la campagne se lance. Lancement justement de cette campagne dimanche dernier à Marseille avec le meeting de Jordan Bardella et Marine Le Pen et un slogan: la France revient, l'Europe revit. Oui, effectivement, 8000 personnes rassemblées dans un moment de chaleureux, convivial, de grande fraternité, comme à chaque meeting d'ailleurs du Rassemblement National. Effectivement, Jordan a lancé cette campagne, le premier d'un des 10 grands meetings de la campagne des européennes. C'est effectivement pour l'instant un succès dans les sondages. Il faut que ce soit aussi un succès dans les urnes, puisque on est porté pour l'instant à environ 30% des sondages. On a le vent dans les voiles, comme on dit. On a de nombreuses adhésions, y compris aussi en Bretagne, avec beaucoup de personnes qui viennent aussi bien des LR que de la gauche, des personnes qui n'étaient pas non plus d'ailleurs investies politiquement. Donc c'est une bonne période. Maintenant, c'est aussi ce dimanche que nous avons rappelé qu'il fallait se mobiliser, puisque les sondages ne font pas l'élection et que le danger, évidemment, c'est l'abstention. C'est l'abstention avec certains pourraient se dire, voilà, Jordan va gagner, c'est pas la peine que j'aille voter, ou alors je peux aller voter pour une autre liste, etc. Donc c'est très important parce que ce sont vraiment deux visions différentes de l'Union européenne que nous proposons, enfin la vision macroniste et la nôtre, c'est-à-dire est-ce que la France revient, est-ce que les Français peuvent décider pour eux-mêmes, c'est vraiment très important sur des sujets tels que l'immigration, sur des sujets tels que l'écologie punitive, on en entend beaucoup parler également. Sur l'immigration par exemple, il y a ce fameux projet de pacte des migrations. Le pacte des migrations, donc c'est un projet porté par Ursula von der Leyen à la Commission européenne, qui finalement indique que les États-nations pourraient ne plus décider pour eux-mêmes ce qui est bon, si il faut accepter plus ou moins d'immigration. Il y a 80% des Français qui veulent stopper l'immigration. Peut-être qu'il faudrait aussi les écouter. En l'occurrence, ce projet de pacte des migrations, il est très dangereux puisqu'il donnerait finalement le pouvoir à la Commission européenne, à l'Union européenne, de décider de la politique migratoire française. Donc c'est un sujet vraiment très important. On voit les problèmes que pose l'immigration en Bretagne notamment. Et le deuxième sujet aussi, c'est le pacte vert. C'est le pacte vert avec cette écologie punitive, cette écologie de la décroissance, portée par certains, qui prévoit notamment une baisse drastique du nombre d'exploitations agricoles. Il faut le dire clairement les choses. Sous un prétexte, ce n'est pas de l'écologie, c'est de l'écologisme. En fait, c'est une idéologie qui va instaurer finalement une baisse drastique des productions agricoles, un renchérissement d'ailleurs des prix. Et vous savez par exemple, de façon un peu anecdotique, il y a une association européenne, je crois que c'est la PETA, qui propose notamment d'interdire les chevaux dans les manèges pour les enfants. Vous voyez, parce que ces chevaux pourraient symboliser finalement l'hégémonie de l'humain sur les équidés. On en est là. Il y a tout un tas de délires écologistes. À Rennes, par exemple, les écolos rennais ont interdit la pêche dans les étangs d'Apigné parce qu'il fallait protéger la personnalité des poissons. On en est là. Donc ce sont des sujets vraiment importants. La France revient, il faut que la France revienne effectivement et que les Français décident pour eux-mêmes. Alors on a reproché un petit peu l'absence de drapeau européen. Il y a eu cette petite polémique, je ne sais pas si on peut parler de polémique, mais en tout cas le fait que le drapeau européen ne soit pas présent et que l'on voit ostensiblement le drapeau français. Est-ce que c'est aussi un choix du Rassemblement National de mettre en avant les États dans l'Europe? Alors rassurez-moi aussi sur le Frexit, parce qu'on en parle beaucoup, il y a une peur en se disant demain la France va sortir
de l'Union européenne. Ouais, exactement. Bah écoutez, non, mais cette histoire, elle est dérisoire, cette histoire de drapeau. Enfin, effectivement, on a toujours mis le drapeau français en avant. Enfin, évidemment, on est fiers de nos couleurs. Évidemment, pour nous, notre conception, c'est la France d'abord et l'Europe après. Enfin, nous sommes français, en fait. Et nous sommes favorables à une Europe des nations, une Europe de la coopération des nations. Vous savez, il y a eu des grands projets de coopération entre nations, c'est-à-dire Airbus, c'est-à-dire Ariane, par exemple, oui, qui ont montré, effectivement, que les nations européennes peuvent coopérer entre elles sans forcément avoir l'Union européenne derrière elle, en fait. Donc cette polémique, elle est assez dérisoire. Et d'ailleurs, vous noterez que sur l'affiche de Madame Hayé, de la candidate macroniste, il n'y est nullement fait mention de la France. Hein. Le drapeau français, il n'y est pas. Le mot France n'y est pas. Enfin voilà, donc ce sont vraiment deux conceptions différentes. Est-ce que la France revient? Est-ce que nous décidons pour nous-mêmes? Est-ce que finalement, voilà, nous proposons une alliance de la coopération entre nations? Voilà, pour que les Français décident pour eux-mêmes ce qui est bon pour la politique menée en France. Voilà. Alors l'Europe, on en parle beaucoup aussi dans cette crise agricole qui frappe la France et d'autres pays européens. On l'a vu en Pologne, on l'a vu en Espagne, au Portugal, en Grèce. Justement, cette crise de l'agriculture fait aussi ressurgir l'envie d'Europe-nation, c'est-à-dire des nations qui protègent aussi les agriculteurs dans les différents pays européens. Est-ce que pour vous, c'est j'allais presque dire une bonne idée que les agriculteurs aujourd'hui veuillent être protégés par les États? Oui, juste avant de répondre à votre question, je me rends compte que je n'ai pas répondu sur le Frexit. Effectivement, le Frexit, c'est un sujet qui est lancé par les macronistes en ce moment, puisqu'on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment d'arguments, on se rend compte qu'ils sont un peu coincés et donc ils balancent le Frexit. Alors parfois c'est la Russie, bientôt. On va en parler tout à l'heure. Bientôt les 1000 agressions par jour, ça va être la faute du RN. Le chaos migratoire à Mayotte, par exemple, c'est la faute du RN. Je rappelle d'ailleurs qu'à Mayotte, aux dernières européennes, Jordan Bardella est arrivé très largement en tête à 45%. 45% à Mayotte. Voilà. Donc les Mahorais savent très bien ce qui se passe à Mayotte et savent très bien qui les défend. Donc évidemment, il n'est nullement question de Frexit, puisque nous considérons que nous pouvons agir de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut avoir un score vraiment le plus important possible le 9 juin prochain, et parce que nous considérons que nous ne quittons pas la table du jeu au moment où l'on gagne. Voilà, nous pouvons avec la coopération d'autres États faire vraiment évoluer l'Union européenne dans le bon sens. Voilà. Ensuite, sur l'agriculture, donc vous me parliez de l'agriculture, effectivement, il y a un gros sujet. Voilà, on connaît la colère agricole qui s'est développée là ces derniers mois, notamment par rapport au prix, par rapport au... Voilà, ils réclament des prix et non pas des primes. Vous savez, nous avons voté la PAC parce qu'effectivement, elle les aide et c'est leur moyen de subsistance quelque part, mais finalement, ce n'est pas le bon modèle, on le sait bien. On sait aussi qu'il y a aussi les traités de libre-échange qui les mettent vraiment en porte-à-faux avec des produits importés qui ne respectent ni nos normes environnementales, sociales, etc. Voilà, un agriculteur français ne peut pas lutter par rapport à, par exemple, un poulet ukrainien qui coûte 2 à 4 fois moins cher qu'un poulet français. Et ce ne sont pas les mêmes types d'agriculture. On a des exploitations agricoles plutôt de faible densité en France, alors qu'en Ukraine, on est quand même dans une forme d'industrialisation. Est-ce que là aussi, il faut arriver à réglementer? Alors pour l'instant, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est en cours peut-être. Alors voilà, on en parle beaucoup, on pourra en dire un mot. Mais est-ce qu'il faut réglementer aussi ces importations de façon plus coercitive? Bien évidemment, en fait, si vous voulez, nous, ce que nous proposons, c'est l'exception agriculturelle. C'est-à-dire que on ne doit pas importer ce que nous interdisons à nos agriculteurs. En fait, ce n'est pas possible. On est en train d'organiser une concurrence déloyale dont sont victimes nos agriculteurs, qui sont par ailleurs victimes de normes vraiment incroyables. Il y a, je crois, plus de 160 pages pour réglementer l'élevage des poules en cage. Voilà, c'est également pour... qu'est-ce que je veux dire ? Sur les haies également. Oui, sur les haies, effectivement, il y a 10 réglementations différentes pour la manière de couper les haies. Enfin, en fait, les agriculteurs aujourd'hui sont plus devant leur ordinateur que dans leur tracteur. Donc c'est quand même assez problématique. Nous, il faut savoir qu'au Conseil régional de Bretagne, il y a à peu près 15 jours, à mi-février, à la session budgétaire,
les élus du groupe Rassemblement National ont déposé un vœu demandant un moratoire sur ces traités de libre-échange. On sait que c'était une préoccupation vraiment principale de nos agriculteurs. Nous avons demandé un moratoire parce qu'effectivement, on voit les traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili. D'ailleurs, les députés macronistes ont tout récemment encore voté pour les traités de libre-échange avec le Chili qui va importer du porc, du lait pour la Nouvelle-Zélande, de la viande ovine, de la viande bovine. Enfin, voilà, tout ce dont les agriculteurs ne veulent plus. Voilà, nous avons déposé un vœu pour justement protéger notre souveraineté alimentaire à la région Bretagne, au Conseil régional de Bretagne, pour que la Bretagne puisse porter d'une seule voix, voilà, la première région agricole de France puisse se dire, voilà, maintenant on arrête, on fait un moratoire sur les traités de libre-échange. Eh bien, figurez-vous que la gauche, l'ensemble de la gauche, Loïc Schneegera, les socialistes, les communistes, mais aussi les macronistes, ont voté contre notre vœu. Voilà. Donc on ne peut pas, d'un côté, si vous voulez, accompagner les agriculteurs, leur donner leur mettre la main sur l'épaule à Rennes, dire qu'on les soutient, et puis finalement voter contre, quand on a l'occasion finalement de porter d'une seule voix la volonté finalement de mettre fin à ces traités de libre-échange qui sont mortifères pour nos agriculteurs. C'est parce que c'est le RN qui a introduit ce vœu que, oui. Voilà, que la majorité finalement a voté contre. C'est clairement ça. Enfin, on sait très bien. Voilà, malheureusement la commedia dell'arte. On est en plein dedans. C'est-à-dire que je rappelle aussi, par exemple, qu'il y a 8 ans, quand les élus RN sont arrivés à la région Bretagne, ils avaient déposé un vœu sur le manger local dans les cantines des lycées. Voilà, ça parle un petit peu quand même en ce moment. Et finalement, on voit que finalement la région Bretagne, il vient effectivement, et il y a 8 ans, au Conseil régional de la Bretagne, ce vœu du RN avait été rejeté effectivement par les socialistes également. Donc vous savez, voilà, malheureusement, si le RN demain dépose un vœu pour dire qu'il fait jour à midi, malheureusement, ces élus trouveront encore le moyen de voter contre. Et c'est bien le problème parce que c'est problématique pour la Bretagne, c'est mauvais pour l'image de l'institution. Et ce n'est pas vraiment dans l'intérêt des Bretons. Alors on va parler de la pêche, mais juste un petit mot de politique. On en parle finalement de la politique depuis qu'on a commencé cet entretien, mais on a l'impression aujourd'hui que le RN, et vous le disiez tout à l'heure, Julien Masson, le RN est un petit peu la cause de tout aujourd'hui. C'est de la faute du RN pour tout. Est-ce que pour vous c'est un mauvais discours finalement, alors qu'il y a des préoccupations aujourd'hui pour les Français et les Bretons? Si vous voulez, ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, on voit que la majorité d'Emmanuel Macron, le gouvernement, cherche à trouver n'importe quel biais pour essayer d'attaquer le Rassemblement national. Sauf que la crise agricole, ce n'est pas le Rassemblement national. Voilà, la crise migratoire, les 1000 agressions par jour, un cambriolage toutes les 3 minutes, ce n'est pas le Rassemblement national. Voilà. Maintenant, on nous attaque sur la Russie avec voilà. On tombe finalement dans des fake news, dans le complotisme, en espérant berner ainsi les électeurs. Mais enfin, c'est quand même assez sidérant et voilà, assez inquiétant de voir cette réaction d'un gouvernement un peu aux abois, complètement dépassé par le succès, notamment dans les sondages de la liste portée par Jordan Bardella, qui essaye par tous les moyens de colporter des rumeurs et des fake news. Malheureusement, voilà, on en est là. Je pense que les Français ne seront pas dupes. On va parler de la Russie tout à l'heure. Je voulais juste vous entendre sur la crise de la pêche également, parce qu'on parle beaucoup de la crise agricole. On a un petit peu mis de côté cette crise de la pêche, les pêcheurs qui aujourd'hui sont dans une grande désespérance, dans une grande souffrance. Exactement. Bah, vous savez, c'est la pêche, justement, d'où l'intérêt d'aller voter vraiment le 9 juin, c'est que c'est vraiment une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est-à-dire que ici en France et à la région Bretagne, on a finalement que très peu de marge de manœuvre sur le dossier pêche. Donc il faut mettre à plat les quotas, par exemple, puisqu'on se rend compte que voilà, certains ont plus que d'autres, il y a une certaine inégalité par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que sur ce dossier pêche, l'écologie punitive, on y est aussi en plein dedans. C'est-à-dire que je crois que vous avez reçu récemment le président de la commission pêche au Parlement européen, voilà, qui nous a avoué lui-même lors du Congrès des régions de France à Saint-Malo qu'il était sous la pression constante d'ONG, de lobby écolo. Voilà. Et il y a un discours, si vous voulez, qui fait vraiment défaut à nos pêcheurs, qui parle notamment d'abattoirs flottants et ce genre de choses. Enfin, vous savez, les pêcheurs, les marins-pêcheurs bretons ont fait d'énormes efforts depuis des années. Ils sont à la pointe de la technologie. On les accuse, par exemple, de pêcher des dauphins, mais on sait très bien que pour eux, ça n'a aucun intérêt. C'est même un gros problème quand ils sont amenés à pêcher un dauphin.
Donc voilà, il y a tout ce discours aussi de l'écologie punitive, il porte aussi au niveau de la pêche, et c'est pour ça qu'il faut aller aussi voter le 9 juin pour défendre les marins pêcheurs bretons. Alors, on va parler aussi de ces... Vous y faisiez allusion tout à l'heure, de ces accointances, on pourrait le dire comme ça, entre le Rassemblement national et la Russie. On prête beaucoup justement de relations entre la Russie et le Rassemblement national. Bon, il y a eu le financement, hein, évidemment, du Rassemblement national. Est-ce qu'aujourd'hui la page est tournée? Est-ce que la Russie c'est derrière? Est-ce que depuis que Vladimir Poutine a lancé la guerre en Ukraine et s'est attaqué à l'Ukraine, vous avez tourné la page? En fait, on a compris là encore le jeu du gouvernement qui cherche à coller une étiquette, Bardella égale Poutine ou ce genre de choses. Je pense que les Français ne sont pas dupes. C'est encore une manœuvre, une espèce de complotisme de bas de gamme là. C'est-à-dire que on nous reproche notamment, alors par exemple Marine Le Pen est allée rendre visite à Vladimir Poutine en 2017. En 2017, c'était quand même bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bon, les images ressortent sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, mais à cette époque-là, on était encore très très loin de la guerre en Ukraine. Et Marine Le Pen cherchait aussi à avoir une stature internationale, à rencontrer plusieurs personnes au niveau international. Elle est aussi, par ailleurs, allée rencontrer M. Idriss Déby, le président du Tchad. Est-ce qu'on dit que le RN est sous l'influence du Tchad? Je ne crois pas. Bon, après, il y a aussi effectivement ce sujet du prêt russe. Alors, déjà, c'est une banque tchéco-russe. Voilà. C'est 6 millions d'euros qui ont été intégralement remboursés, il faut aussi le dire. Voilà. Il n'y a plus aucun lien par rapport à ce prêt. Et puis deuxièmement, ça montre aussi un autre sujet dont on ne parle pas, c'est que comment se fait-il qu'une candidate à la présidentielle qui est amenée à être toujours dans les sondages au deuxième tour, qui n'a donc pas de problème de financement, ou en tout cas de remboursement de ses frais de campagne, comment une candidate à la présidentielle puisse être obligée d'aller chercher de l'argent à l'étranger? Comment se fait-il qu'aucune banque française ne soit capable aujourd'hui de financer une candidate à la présidentielle donnée au deuxième tour? Il est là le scandale. Il est là le scandale. Et vous savez, ça pose la question du financement finalement des partis politiques. Exactement. Alors ce prêt, il était légal, il était validé par la Commission nationale des comptes de campagne, mais le vrai problème en soi, c'est comment se fait-il que Marine Le Pen soit dans l'incapacité de se financer auprès des banques françaises? Comment c'est possible? Alors on a entendu parler aussi de la fameuse banque de la démocratie. Ça, c'est la recette miracle qui a été amenée notamment par les macronistes, mais on l'attend toujours, cette banque de la démocratie. Effectivement, ça pose un vrai problème. Donc, le sujet, c'est pas de savoir si on a pris de l'argent sur une banque tchéco-russe qui aurait pu d'ailleurs être anglaise ou qui aurait pu être je ne sais quoi, mais le problème, c'est le financement des partis et comment se fait-il que aucune banque française ne prête à Marine Le Pen? Alors, le financement des partis, là encore... D'ailleurs, je veux juste rajouter un petit sujet sur la relation avec la Russie. Entre 2015 et 2020, les gouvernements à la fois socialistes et macronistes ont versé plus de 150 millions d'aides militaires à la Russie. 150 millions d'aides 150 millions d'euros d'aide militaire à la Russie. Voilà. Mais on n'en entend pas parler. Et on ne fait pas d'eux des suppôts de Poutine ou je ne sais quoi. Enfin, c'est ridicule. Alors justement, on va rester sur ce conflit ukrainien avec les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes au sol qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont ému la communauté internationale. On a vu beaucoup de pays alliés se désolidariser de ces rapports, de ces propos, pardon. Emmanuel Macron qui a réitéré d'ailleurs ses propos en disant voilà, la Russie est une menace aujourd'hui. La Russie est réellement une menace? Non, mais vous savez, on a tous été, je crois, assez abasourdis par cette déclaration. Je pense que les Français ont constaté, médusés, comme le monde entier d'ailleurs, cette déclaration d'Emmanuel Macron qui a effectivement émis l'hypothèse d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Et là, on est quand même assez surpris et estomaqué parce que vous savez... le père de la Ve République, qui est aussi le père de notre dissuasion nucléaire, le général de Gaulle, lui, il n'avait qu'une seule crainte, c'était que dans une crise internationale, la France soit finalement entraînée par une escalade dans un conflit où elle ne contrôlerait plus rien du tout. Voilà, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs
le général de Gaulle, qui tenait absolument à garder le contrôle de la dissuasion nationale et totale sur la dissuasion nucléaire, a quitté le commandement intégré de l'OTAN en 66. Bon, est-ce que finalement... Aujourd'hui, on parle beaucoup justement de la protection de la France, des autres pays européens par la France, donc par notre force de dissuasion. Est-ce qu'il y a un danger aussi qu'un jour ou l'autre, on devienne une force de dissuasion nucléaire européenne et non plus française? C'est le problème, et c'est aussi, c'est pour ça aussi, c'est un sujet particulièrement européen. C'est-à-dire que, il y a aussi en ce moment une volonté de la part d'Ursula von der Leyen à la Commission européenne, soutenue par les macronistes notamment, d'une défense européenne. C'est-à-dire que nous avons un droit de veto à l'ONU, nous avons cette force de dissuasion nucléaire. Il est hors de question que ce droit soit partagé. Enfin, on est très très loin justement de la vision gaulliste de la dissuasion nucléaire, qui est une force importante pour notre nation. Voilà. Mais vous savez, sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, ce qui est vraiment assez sidérant, c'est que finalement, on se rend compte que cette déclaration, elle arrive juste après le salon de l'agriculture, où il a été clairement en très mauvaise posture, puisque c'est quand même la première fois sous la Ve République que l'on voit un président obligé de se protéger par 3 cordons de CRS pour visiter le salon de l'agriculture. Donc, il était en fâcheuse posture. C'était vraiment je pense, un fiasco, ce salon de l'agriculture pour lui. Il a voulu reprendre la main, et malheureusement, par une déclaration un peu improvisée et même dangereuse, on se rend compte finalement que c'était complètement improvisé, et il a pris une gifle monumentale, comme vous l'avez dit, à l'international par tous les autres gouvernements. Donc ça pose aussi la question de la France, enfin de l'image de la France à l'international. Vous savez, quand je vois ça, j'ai parfois un peu l'impression que Emmanuel Macron est semblable à un enfant dans un magasin de jouets. On ne sait pas trop comment il va réagir. Il peut avoir des réactions assez inattendues. Et c'est assez dramatique, parce que là, on parle quand même d'envoyer des jeunes Français aller combattre et donc aller mourir sur le sol ukrainien. C'est assez dramatique. On sait que les relations internationales, la diplomatie, c'est justement le sujet de la constance, le sujet où chaque mot doit être pesé considérablement. Et là, c'est même contraire à tout ce qu'il a pu dire jusqu'auparavant. Parce il y a un an, il disait qu'il fallait ne pas céder à l'escalade face à la Russie. Il parlait lui-même qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Et là, voilà une déclaration à l'emporte-pièce très inquiétante. Le Rassemblement national nous amènerait la guerre, finalement, avec la Russie. Oui, enfin ça, on a eu ce propos aussi. Oui, c'est pareil, on est toujours dans ces espèces de pseudo-arguments censés faire peur aux électeurs. Enfin, on est complètement sur des sujets un peu et des déclarations lunaires, enfin comme on en a l'habitude. On sait que, par exemple, sur ce sujet de la diplomatie, il a pris une gifle par rapport à ces déclarations. On sait très bien, par exemple, que l'administration Biden n'a aucune intention non plus d'aller rentrer en conflit frontal avec la Russie. On sait aussi, puisque les élections américaines vont bientôt arriver, que si Trump est élu, il a lui-même annoncé qu'en 24 heures, toute idée de guerre serait pliée avec Poutine. Enfin, voilà. Donc, on a un président qui est seul, isolé, qui malheureusement malmène l'image de la France à l'international. Et ce qui est inquiétant, c'est que finalement, on a l'impression que c'est une réaction, peut-être un caprice par rapport à l'échec du salon de l'agriculture. Vous savez, vous avez vos confrères, je crois, de l'Opinion ont publié un article assez inquiétant et qui malheureusement n'a pas été démenti d'ailleurs par les macronistes, qui semble indiquer que finalement l'opération anti-Rassemblement national, en vue des Européennes, elle a commencé par cette déclaration tonitruante d'Emmanuel Macron. Alors, je n'ose le croire. J'espère au moins que nous n'en sommes pas arrivés là, parce que là, ça voudrait dire vraiment quelque chose de vraiment très inquiétant pour nos compatriotes. Ouais. La diplomatie aujourd'hui, la France ne se fait plus entendre finalement. Malheureusement, je pense que de moins en moins, et ce genre de déclaration, elle est vraiment symptomatique de ce que la grandeur de la France, cette voix singulière qui est dans le concert des nations, malheureusement ne porte plus. Et vous savez, comme je disais, la diplomatie, c'est vraiment une affaire de constance déjà. Parce qu'on voit que finalement, Emmanuel Macron a varié sur ce sujet comme sur d'autres. Et surtout, il faut vraiment peser ses mots d'une façon vraiment très précise. Voilà. Pour vous dire une petite anecdote personnelle par rapport à ça, un ami libanais rencontré pendant mes études de droit à Rennes, qui après son doctorat est allé travailler au sein de l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Et il m'expliquait comme quoi un mot
un mot avait fait l'effet d'une bombe, d'un scandale diplomatique, puisqu'il était question dans un document officiel de golfe persique au lieu de golfe arabique. Persique renvoyant à la Perse, donc à l'Iran, ce qui soutiendrait l'idée qu'il y ait une hégémonie de l'Iran sur ce golfe. Enfin, bref, vous voyez, donc c'est vraiment un sujet, la diplomatie, les relations internationales, où chaque mot doit être compté, vraiment compté. Et là, les Français sont assez médusés par des déclarations tonitruantes et improvisées, dangereuses d'Emmanuel Macron. Un dernier mot sur la diplomatie, de la discrétion aussi, dans les échanges internationaux. Mais bien évidemment. Ça, c'est évident. Mais vous savez, la France, elle a ce rôle, justement, de devoir parler à tout le monde. Même si les régimes, en l'occurrence, ne nous plaisent pas ou ne sont pas démocratiques, etc., la France, elle a ce rôle d'indépendance, de clairvoyance. Voilà. Et alors, si on peut dire, le dernier, entre guillemets, coup d'éclat, c'est Dominique de Villepin qui refuse l'entrée en guerre en Irak, qui, lui, a effectivement montré quelle était la position de la France, qui est singulière, qui n'est pas dans une position de suivisme, voilà, une position singulière. Et donc, malheureusement, je pense qu'effectivement, l'image de la France aujourd'hui semble écornée, malgré le réseau de la francophonie, par exemple, qui est très important et que l'on doit, par exemple, développer. Alors, on va parler aussi de la souveraineté industrielle de la France, parce que c'est important. On a eu la semaine passée d'ailleurs, l'annonce de l'installation de Safran à Rennes, installation qui déclenche beaucoup de vagues, particulièrement au niveau, là encore, des écologistes. Mais effectivement, voilà, c'est assez problématique, puisque pour tout vous dire, effectivement, cette arrivée de Safran, elle arrive sur un site qui était plutôt abandonné, un site industriel de la Jeannet ex-Citroën. C'est une très fabriquer les trois chevaux là-bas. Exactement. Eh bien, écoutez, évidemment, c'est une très très bonne nouvelle. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, évidemment, puisque 200 emplois sont annoncés, mais c'est aussi une fierté. Une fierté pour les Rennais, pour le pays des Rennes, pour la Bretagne, d'accueillir un fleuron français de l'industrie aéronautique. Voilà, n'en déplaise à certains apôtres de la décroissance. Voilà, vous en parliez, de la réaction des écologistes rennais est assez sidérante par rapport à ça. Alors, ils viennent nous dire que l'aviation n'est pas un domaine d'avenir. Pardon, mais si, je pense que dans 100 ans, on continuera à voler, n'en déplaise aux écologistes. Peut-être que leur modèle, je ne sais pas, c'est le parapente ascensionnel en toile recyclée, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'on continuera à voler, ça c'est certain. En plus, on a une industrie française qui va amener aussi des emplois ici, qui prévoit justement de faire des économies, ou en tout cas d'avoir une approche beaucoup plus écologique de ces moteurs qui vont fournir des Airbus, des Rafales, etc. Donc c'est vraiment... vraiment très bénéfique pour Rennes, pour la Bretagne d'une façon générale. Donc, mais le problème, c'est que finalement, les écologistes, notamment à Rennes, ne sont pas à leur coup d'essai. Je vous rappelle que ils ont fait des pieds et des mains pour ne pas accueillir le Tour de France. Voilà. Ils ont fait des pieds et des mains pour supprimer le meeting aérien qui a été supprimé depuis 2014 à Rennes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont supprimé la pêche dans les étangs d'Apigné pour protéger la personnalité des poissons. Enfin, voilà, on est sur une idéologie de la décroissance, malheureusement. Et bon, fort heureusement, voilà, le projet de Safran va se faire, et c'est une très très bonne nouvelle pour la France et pour la Bretagne. Il nous reste une petite minute, c'est très court pour parler aussi de social. On a vu ces derniers jours des annonces par Bruno Le Maire. Il faut réduire la dette de la France, trouver 10 milliards d'euros d'économies par-ci. 12 milliards, c'est le dernier chiffre par-là. Et on parle aujourd'hui, outre la suppression des aides aux chômeurs de longue durée, aussi de s'en prendre au modèle social, c'est-à-dire ce qui fait l'essence même de la France, qui est un modèle que l'on envie un petit peu partout. Est-ce que pour vous, c'est grave ? C'est grave, effectivement, parce que là, pour ce qui est de l'assurance chômage, effectivement, on est en train de viser les chômeurs. Voilà. Effectivement, il peut y avoir des fraudes, etc. Mais toujours est-il que voilà, les chômeurs, il faut les aider, il faut les assister. Voilà. On est aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir une nation effectivement sociale qui a des intérêts pour les compatriotes qui sont parfois dans le besoin. Alors ça nécessite effectivement de faire des choix budgétaires, évidemment. Mais toujours est-il qu'effectivement, il faut conserver ce modèle social si cher à la France, effectivement. Oui. Voilà, on en reparlera du social, parce que ça va aussi être un sujet qui va être central
pour l'Europe sociale, on en parle aussi. Mais l'heure, c'est l'heure, on va devoir se quitter. Julien Masson, vous êtes porte-parole du Rassemblement national en Ille-et-Vilaine. Vous étiez en direct avec nous ce matin dans la matinale de Bretagne 5. Je vous en remercie, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.